Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. Avez-vous remarqué qu'entre Londres et l'Union européenne, rien ne va plus? Il y a cette affaire des doses de vaccins qui seraient accaparées par la Grande-Bretagne au détriment des 27. Et puis, 3 mois après le Brexit, les exportations européennes vers la Grande-Bretagne sont en chute libre et cela concerne en particulier les entreprises bruxelloises. Alors, le Brexit va-t-il appauvrir la capitale de l'Europe? On en parle avec Marie Arena, députée européenne et bruxelloise d'adoption, et sœur Graham Watson, qui partage sa vie entre Édimbourg, dans son Écosse natale, et Bruxelles. Et on se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles, en respectant bien sûr les règles sanitaires, les règles de distanciation. Et je vous présente pour commencer Graham Watson, sœur Graham Watson, car vous avez été fait chevalier par la reine d'Angleterre. Vous êtes écossais, vous avez été député européen ici au Parlement pendant 25 ans. Vous connaissez donc bien la maison. 25 ans que vous avez côtoyé, que vous avez travaillé dans ce Parlement avant le Brexit que vous avez combattu. Première question, est-ce que vous avez été vacciné en Grande-Bretagne? Non, je n'ai pas encore été vacciné. J'ai été offert un vaccin au mois de février, mais je n'étais malheureusement pas là et je ne l'ai pas encore refait, mais je le serai. Alors, la Grande-Bretagne a été le pays le plus endeuillé en Europe, 127 000 morts à la suite de la pandémie. En revanche, Boris Johnson a réussi sa campagne de vaccination. Il y a plus de 50% de Britanniques qui sont vaccinés aujourd'hui. Oui, ils ont eu un vaccin. Certains ont eu déjà le deuxième. Mais c'est vrai que la Grande-Bretagne a eu un succès inattendu, inédit, avec la campagne de vaccination. Et Boris Johnson peut dire c'est grâce au Brexit. Oui, il peut le dire. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il est vrai que la Grande-Bretagne a signé un contrat avec les producteurs peut-être un peu plus intelligents, ce qu'a fait l'Union européenne. En même temps, on ne peut pas être nationaliste. En effet, on n'est que sûr si tout le monde a été vacciné. Et il ne faut pas faire une guerre des vaccins. Alors aujourd'hui, vous vivez entre Édimbourg et Bruxelles. Bruxelles que vous n'avez jamais quittée. Pourquoi vous aimez cette ville? Pas uniquement parce que c'est la capitale de l'Europe. Moi, j'aime Bruxelles parce que c'est la capitale de l'Europe. Mais c'est une ville très vivable. C'est une ville où il y a beaucoup de verre et un grand forêt. C'est une ville où l'Europe se retrouve. Et moi, je suis passionné de l'idée de la construction de l'Europe. Alors, on va accueillir maintenant une députée européenne, une Belge d'origine italienne. Est-ce que vous aimez l'Italie? J'aime beaucoup l'Italie. Ma femme est italienne. Eh bien, on accueille Marie Arena, qui est députée européenne dans le groupe socialiste. Marie Arena, merci d'être avec nous. Vous pouvez tomber le masque pour l'interview. Vous saluez à distance, bien sûr. Et première question, Marie Arena, est-ce que vous regrettez aujourd'hui le départ des Britanniques du Parlement européen et en particulier l'absence de Graham Watson? Alors bien sûr, parce que nous avions des collègues britanniques qui étaient des collègues de très haut niveau ici au sein du Parlement européen, avec lesquels moi j'ai eu un plaisir fou à travailler parce on partageait vraiment cette Europe avec ses collègues et ça a été très triste de les voir partir. D'ailleurs, il y a cette image en plénière quand les collègues britanniques sont partis, qui était de chanter « Ce n'est qu'un au revoir » avec l'espoir un jour de pouvoir revoir effectivement ces personnes ou en tout cas cette représentation à l'intérieur de l'Assemblée. Alors, on parlait du vaccin avec Graham Watson. C'est vrai qu'il y a eu un véritable retard à l'allumage au niveau européen par rapport à la Grande-Bretagne notamment. Et c'est vrai que Boris Johnson peut dire, vous voyez, grâce au Brexit, on a vacciné bien plus que les Européens. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Graham quand il dit la course au vaccin ne sert à rien.
parce que si demain la Grande-Bretagne est vaccinée à 90%, eh bien, ça ne va pas l'avancer beaucoup parce que ça ne va pas lui permettre d'ouvrir ses frontières, ça ne va pas lui permettre de travailler avec l'ensemble du monde parce qu'il y aura des variants. Elle a été un des premiers émetteurs de variants. Il y en aura d'autres. Et donc, dire on est les premiers, ça n'a pas beaucoup de sens. Et c'est vrai que c'est souvent plus compliqué de mettre à disposition des vaccins pour l'intégralité de la population européenne que pour un seul pays. C'est ce qu'on a vécu aussi en Israël, par exemple. Mais en même temps, ça n'a pas de sens d'être le seul à être vacciné à 80%. Alors, c'est peut-être anecdotique, mais les pubs vont rouvrir dans quelques jours, Graham Watson. Oui, les pubs vont rouvrir. J'espère que ce n'est pas trop tôt. Je pense qu'on n'est pas encore au clair. Nous avons peut-être survécu les premiers 2 vagues de cette maladie, mais je ne pense pas que c'est fini. Il faut procéder avec une grande caution. Comment vous voyez cette guerre des vaccins qu'il y a eu et qu'il y a toujours entre les 27 et Londres, les Européens accusant les Britanniques de s'accaparer de certaines doses qui reviennent en principe à l'Union européenne? Je le regrette beaucoup, mais je ne suis pas très surpris parce qu'une divorce, comme ça soit, même une divorce amicale, ça laisse toujours de l'amertume. Et on le voit dans les relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Et je le regrette vivement, puisque nous avons besoin de travailler ensemble sur les grands défis de ce monde. Il y a une guerre des vaccins, Marie-Arena. On peut utiliser ce mot-là? Aujourd'hui, on le voit, pas uniquement entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. De manière mondiale, il y a effectivement cette question sur les vaccins. Et d'ailleurs, l'Europe a été une des premières institutions à travailler sur une initiative de solidarité avec les pays les plus pauvres par rapport à l'accès à ces vaccins, avec l'initiative COVAX, dans lesquelles on a la possibilité d'avoir un effet de solidarité vis-à-vis de ces pays. Donc, oui, COVAX, il faut le rappeler, c'est un programme qui va permettre effectivement de fournir des vaccins, des doses de vaccins aux pays en voie de développement, aux pays les plus en difficulté. Et parce qu'il nous semble important de pouvoir travailler en parallèle avec, bien entendu, une vaccination interne à l'Europe. Et c'est important, les citoyens européens le demandent et il faut qu'on soit efficace par rapport à cela. Mais en même temps, évitons d'avoir des voisins qui, eux, ne soient pas protégés et qui, de toute façon, généreraient des difficultés par rapport au retour d'une pandémie sur l'Europe. Et donc, oui, il y a cette guerre. Et moi, je pense que la guerre est beaucoup plus aussi liée à la négociation avec les industries sur la fourniture de ces vaccins. Et je trouve que l'Europe a mal négocié avec les firmes pharmaceutiques. Alors, je pense que l'Europe a essayé de faire la balance entre le prix, la fourniture et la sécurité. Et donc, cette balance n'est pas facile. Et j'entendais, par exemple, la question du principe de précaution qui est très présente au niveau de l'Union européenne. C'est inscrit dans les traités et qui est beaucoup moins présente au niveau de la Grande-Bretagne ou bien dans des pays plus anglo-saxons, par exemple. Et donc, toutes ces questions-là de principe de précaution, de la manière dont on finance, c'est de l'argent public. Si on avait payé les vaccins 3 fois plus cher qu'ils ne le sont aujourd'hui, nous aurions été critiqués parce que nous aurions payé trop cher les vaccins. Et donc, il y a tout cet équilibre qui doit être trouvé. Donc, ce n'est pas une mauvaise négociation, mais c'est sans doute une mauvaise prestation de certaines entreprises. Graham Watson évoquait le divorce avec toutes les amertumes qui peuvent l'accompagner. On voit aussi que les exportations européennes vers la Grande-Bretagne sont en chute libre. Alors c'est plus pour des raisons administratives qu'autre chose, mais ça touche les entreprises belges notamment, les entreprises bruxelloises. C'est une inquiétude, ça, pour vous? Alors il y a plusieurs choses. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne la raison pour laquelle ces exportations se passent moins bien. N'oublions pas que je pense que la chute des exportations européennes vers la Grande-Bretagne, c'est autour des 20%, alors que la chute des exportations de la Grande-Bretagne vers l'Europe, c'est plus de 40%. Donc ça veut dire que c'est un seul pays qui voit ses exportations vers son premier marché, l'Europe, qui sont diminuées de plus de 40%. Quand on a une diminution de 20% sur l'ensemble du territoire européen, l'impact est beaucoup moins fort.
il y a malgré tout des entreprises plus touchées, on le voit, par rapport à des villes comme Bruxelles, des capitales comme Bruxelles, qui peuvent être plus touchées. Oui, les retards administratifs peuvent le justifier. Je pense que les entreprises ont eu besoin de temps pour s'adapter et elles devront sans doute avoir besoin de temps pour réorienter leur marché si le marché britannique n'est plus le marché de destination pour ces entreprises. Graham Watson, même question. Le Brexit se passe mal et sur le plan économique pour les Britanniques en particulier. Maria Arena a raison. Hein. On pourrait même, c'est une tragédie. On pourrait même citer Shakespeare, Richard II, que l'Angleterre, qui avait coutume de conquérir les autres, a fait une conquête honteuse d'elle-même. Elle l'a fait. Nous souffrons sur le plan économique, sur le plan social du Brexit. Boris Johnson a choisi un Brexit souverainiste. Donc, c'est-à-dire il était prêt à payer un prix assez haut de la compétitivité économique pour achever son but. Et c'est le pays qui souffre. Et les petites et moyennes entreprises le voient chaque jour. En même temps, il y a quand même un accord qui a été passé, qui évite les frais de douane, mais qui n'évite pas les formalités de douane. C'est ça le problème. Ça. Si vous êtes une petite entreprise, ce sont les formalités qui vous coûtent le plus. Et ce que beaucoup font, surtout dans le secteur de la nourriture, ils ne font plus des exportations. Et ça mène à des problèmes, comme nous voyons en Irlande du Nord, par exemple, un manque d'approvisionnement dans les magasins qui contribue au sentiment de trahison des unionistes en Irlande du Nord et aux émeutes que nous avons vues ces dernières semaines. C'est vrai, Maria Arena, c'est un peu les formalités qui compliquent les choses, qui font en quelque sorte que notre poisson qui vient de Grande-Bretagne met beaucoup plus de temps à arriver. En quelque sorte, il est moins frais qu'auparavant. Alors ça démontre l'intérêt d'une Union européenne, parce qu'effectivement, l'Union européenne est basée sur la question du marché intérieur qui facilite les échanges entre les différents pays. Et on voit souvent, on nous critique en disant « Oh, cette harmonisation des normes, vous vous occupez un peu de tout au niveau européen ». Eh bien, s'occuper de tout, ça permet de faciliter effectivement cette libre circulation des denrées alimentaires, mais aussi des produits technologiques qu'on peut avoir sur l'ensemble du territoire européen. Et on voit à quel point c'est nécessaire, c'est-à-dire que quand il n'y a plus cette harmonisation et qu'il n'y a plus cette possibilité de ne pas être contrôlé parce qu'on pratique les mêmes normes, eh bien, ça nous mène à une situation telle qu'on le vit avec la Grande-Bretagne. Et les denrées alimentaires sont les premières à payer dans la mesure où vous ne stockez pas des denrées alimentaires de la même manière que vous stockez des ampoules. Et donc, oui, avoir des processus qui sont plus longs pour rentrer sur le territoire européen, eh bien, c'est des denrées périssables et qui posent difficulté d'un point de vue administratif, mais aussi finalement sur les exportations. En revanche, on peut stocker le whisky écossais. Est-ce qu'il souffre également, Graham Watson ? Le whisky souffre également et jusqu'au moment où nous avons un accord avec les États-Unis que nous espérons fortement, la production de whisky sera beaucoup plus bas. Non, toute l'Écosse souffre en particulier puisque l'Écosse est tellement dépendante sur l'exportation des nourritures et des alcools. Donc, ce que vous voyez en Écosse, c'est qu'aux élections qui se feront le mois prochain, les nationalistes auront probablement encore plus de votes qu'avant. Alors, la Grande-Bretagne va instaurer dans quelques jours un passeport sanitaire, un passeport vert qui va permettre notamment d'assister à certains événements comme la Coupe d'Angleterre. C'est un peu un test que souhaite organiser Boris Johnson. Ça, c'est une bonne chose. On peut se réjouir de ce passeport vert, de ce passeport sanitaire. C'est très, très difficile. D'abord, je me demande combien ça coûte aux contribuables avec l'administration qu'il faut. En second lieu, est-ce que ça va apporter à des discriminations de quelconque? Ce n'est pas le passeport de la liberté? Non, ce n'est pas du tout, à mon avis, un passeport de la liberté. La liberté se fait quand tout le monde est vacciné, quand tout le monde a les mêmes possibilités de participation. Je ne vois pas un passeport vaccinal comme une solution.
Maria-Arena, même si on sait qu'en Europe, on n'aime pas utiliser ce mot passeport, mais enfin, c'est quand même celui qu'on utilise dans la vie de tous les jours. L'Union européenne aussi va instaurer un passeport vert sur Internet, probablement. C'est une bonne idée ou vous avez peur également de certaines discriminations? Je pense qu'on doit vraiment faire attention à la question des discriminations avec un outil tel que celui-là. Je prends l'exemple, quand vous voyagez aujourd'hui vers l'Afrique, vous avez ce carnet jaune qui permet de dire que vous avez fait tous les vaccins nécessaires pour voyager. Mais ces vaccins sont accessibles à tout le monde. Donc, on peut utiliser effectivement, peut-être pour l'avenir, un passeport qui permet de dire mais qui a reçu tel vaccin, mais à la seule condition, c'est que tout le monde ait pu avoir accès à ces vaccins. Parce que sinon, effectivement, on a des discriminations de consommateurs. Donc, c'est-à-dire, si vous avez la possibilité d'être vacciné, de payer, et si les vaccins n'existent pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne juste un accès aux personnes les plus âgées? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la vaccination touche particulièrement les plus âgés. Or, ce sont plutôt les plus jeunes qui auraient besoin de plus de liberté aujourd'hui et qui sont, je dirais, contraints à rester chez eux, à étudier chez eux. Et donc, je trouve qu'on fait beaucoup de cas sur la question du passeport vert, alors qu'on n'a pas réglé les problèmes fondamentaux liés à cette pandémie, qui sont des problèmes d'accès à l'éducation, par exemple. Et je pense que c'est vraiment une des dynamiques qui, pour moi, me pose vraiment le plus de problèmes. C'est tous ces jeunes aujourd'hui qui sont en décrochage scolaire, qui n'ont pas pu avoir leurs cours tels qu'ils devaient les avoir. C'est beaucoup plus problématique que de parler aujourd'hui du passeport vert en tant que tel. Mais beaucoup de pays européens, la Grèce, l'Italie aussi, réclament un tel passeport qui va permettre aux citoyens de circuler à nouveau à travers l'Europe. Et ça permettra aussi à des pays comme la Grèce de sauver la saison touristique. Mais qu'il y ait des discussions à 27 pour savoir comment est-ce que, j'ai parlé tout à l'heure de la libre circulation, cette libre circulation à l'intérieur de l'Europe va pouvoir se faire parce que c'est un droit important, la libre circulation des personnes sur le territoire européen. Et donc, il serait aussi malvenu que cette pandémie vienne attaquer cette question de la libre circulation. C'est le cas aujourd'hui. On l'a vu en Belgique, par exemple, avec la difficulté. La Belgique a dit on ne peut sortir ou entrer de la Belgique que pour des raisons essentielles. Ça a posé des difficultés. Et donc, que l'on discute sur la capacité d'harmoniser cette possibilité de libre circulation, que l'on discute des outils dont on peut disposer, mais surtout que l'on trouve les solutions pour la vaccination le plus rapidement possible. Graham Watson, à côté de vous, il y a 2 enveloppes. Oui. Une enveloppe avec une bonne question, une enveloppe avec une mauvaise question. Vous prenez laquelle? Vous prenez la bonne question et vous la lisez à haute voix et sans crainte. Portez-vous fièrement le kilt? Alors... Oui, je porte fièrement le kilt. Vous savez, quand j'étais jeune, il y avait très peu de personnes. Ce n'était pas du tout... c'était un usage qui avait disparu. Maintenant, il y a beaucoup qui le portent. Je le porte. Je ne le regarde pas comme symbole nationaliste. C'est la question je le que j'allais vous regarde poser. comme symbole de culture, symbole patriotique. Et un de nos problèmes en ce moment, c'est que nous avons tellement de personnes... Boris Johnson à Londres, Nicola Sturgeon à Édimbourg, qui se prennent comme patriotes, mais qui ne sont que des pauvres nationalistes. Moi, je suis ensemble avec Albert Camus. J'aime trop mon pays pour être nationaliste. Vous faites partie du groupe libéral en Grande-Bretagne. Vous allez participer d'ailleurs aux prochaines élections qui auront lieu au mois de mai, le 6 mai, je pense. Je suis candidat. Donc vous êtes contre l'idée d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse? Absolument. D'abord, puisque les référendums, c'est une arme splendide pour les démagogues, mais ce n'est pas la façon de prendre des décisions dans une démocratie. On élit les personnes pour étudier les choses et de décider. Et en deuxième lieu, parce que ce n'est pas le moment. Je ne suis pas parmi ceux qui cherchent l'indépendance, mais je n'ai jamais eu peur de l'indépendance. L'Écosse peut très bien survivre comme membre de l'Union européenne indépendante, comme le Danemark ou la Finlande ou la Slovaquie, qui sont des pays avec une population similaire. Mais l'Écosse n'est pas en position de devenir membre de l'Union européenne parce que l'économie
ne va pas assez bien. Nous n'avons pas les critères de convergence, par exemple. Nous n'avons pas une économie assez forte. Donc, si on veut le faire au sérieux, mettez dans un état bien l'économie et puis parlons-en. Moi, je lutte pour que la Grande-Bretagne redevienne membre de l'Union européenne, car je pense que l'union avec l'Angleterre et l'Irlande et le Pays de Galles a bien servi l'Écosse, comme aussi l'Union européenne. Et le retour de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, c'est pas un petit peu utopique quand même? Vous imaginez ça à quelle échéance? C'est difficile, c'est très difficile de voir pour le moment, mais en politique, les choses peuvent changer très très vite. Et on n'exclut jamais ce qui peut se passer. À mon avis, l'inégalité des revenus et de la richesse qui a créé des problèmes socio-économiques, qui a donné la vie au Brexit, comme à Donald Trump aux États-Unis, c'est ça notre problème pour le moment. Si on peut le résoudre, alors tout est possible. Et je ne pense pas que Boris Johnson sera là pour toujours. Marie Arena, vous y croyez, vous, au retour de la Grande-Bretagne à brève échéance dans l'Union européenne? Alors, je suis assez d'accord pour dire qu'en politique, on ne sait jamais. Et donc c'est très difficile. Je pense que quand on a acté effectivement la sortie de la Grande-Bretagne, c'était une énorme surprise. Même si on avait des divergences, même s'il y avait beaucoup de discussions souvent avec la Grande-Bretagne au niveau du Conseil, c'était vraiment une grande surprise que ça puisse se passer de cette manière-là. Et donc, la situation aujourd'hui n'est pas bonne pour les citoyens. Et donc, peut-être pas tout de suite, ils se rendront compte que ce qui se passe aujourd'hui est aussi dû au fait qu'ils ont finalement renoncé à faire partie d'une Union européenne pour être la proie de pouvoirs beaucoup plus forts. C'est-à-dire qu'ils sont seuls aujourd'hui face à la Chine, face aux États-Unis, face à d'autres puissances. Et je pense, en tant que Belge, l'union fait la force. Et donc se retrouver ensemble face à ces puissances est sans doute plus intéressant pour les citoyens britanniques également. Et là où je suis aussi d'accord, c'est que, et c'est ce que nous vivons aussi à l'intérieur de l'Europe, il n'y a pas que les Britanniques qui ont des critiques à l'égard de l'Europe. Et cette question des inégalités que l'on voit, des inégalités de zones plus périphériques, par exemple, mais aussi des inégalités de revenus en fonction des différentes fonctions à l'intérieur du travail en Europe, fait que les gens qui perdent leur place, les laissés pour compte, eh bien, ils trouvent que la solution serait de sortir de l'Europe. Et c'est les souverainistes. Moi, ce qui me pose vraiment difficulté, c'est que ce soit sur la question de l'identité. Moi, je suis pour la diversité culturelle, mais ça veut dire que si on veut la diversité, il faut respecter les cultures différentes. Donc, que ce soit sur les identités ou que ce soit sur la question de la perte économique, ce sont les nationalistes qui, aujourd'hui, occupent le terrain. Et ça ne devrait pas être ça. Quand il s'agit des identités et des diversités culturelles, je trouve que les progressistes, tous partis confondus, il y a des progressistes partout. Je trouve que les progressistes devraient prendre ce combat. La même chose quand il s'agit des inégalités sociales. Et je suis ravie d'entendre un libéral parler de ces inégalités sociales et de dire comment pouvons-nous faire pour rééquilibrer les situations. Et c'est ça qu'on doit faire pour éviter que les souverainistes ne gagnent. Mais alors, Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, elle est venue ici au Parlement européen. Elle a laissé entendre qu'elle voulait organiser un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Vous n'êtes pas favorable non plus à cette initiative? Alors, je ne peux pas me prononcer pour les Écossais, donc je me garderai bien de prendre position sur l'Écosse. Nous, par exemple, en Belgique, le référendum ne peut pas avoir lieu par la Constitution. On ne décide pas par référendum, mais on décide effectivement au niveau des parlements, avec des changements de constitution possibles, avec beaucoup de garde-fous sur ces changements de constitution, parce qu'on est un pays fragile sur la réalité de ces communautés. Et je pense qu'il est important de pouvoir à la fois respecter les communautés, les autres, mais en même temps avoir des garde-fous pour éviter les décisions impulsives. Et les référendums, souvent,
en tout cas, quand on n'a pas l'habitude du référendum, ce sont souvent des manipulations. On l'a vu en Grande-Bretagne, on le voit dans d'autres pays. Et donc, je ne suis pas favorable à cette manière de manipuler l'opinion publique. Je pense qu'il y a vraiment un travail qui doit être fait sur l'éducation, sur le dialogue, sur le débat, et non pas sur l'affrontement. Malheureusement, en politique, on voit de plus en plus la volonté de traiter la politique dans l'affrontement plutôt que dans la pédagogie. Oui, je suis absolument d'accord. Et je pense que nos histoires sont tous liées les unes avec les autres en Europe. Nous sommes déjà un peuple. Il faut le redécouvrir et il faut avoir des critères communs basés sur des valeurs communes pour résoudre nos différences. Je n'exclus pas que le Royaume-Uni ne sera plus uni. Je ne l'exclus pas. Je pense que peut-être nous avons déjà perdu l'Irlande avec cette idée de Boris Johnson d'avoir l'Irlande en dehors de l'Union douanière. Dans l'Union douanière européenne. Il y aura une majorité en Irlande à un certain moment en faveur de la réunification. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose vu l'histoire de l'Irlande récente, mais j'espère que la Grande-Bretagne, qui a servi quand même à tous les trois nations, peut rester ensemble et j'espère que ça redeviendra partie de la famille européenne des nations. Alors, on va terminer cette émission par un petit combat culinaire entre l'Italie et le Royaume-Uni. Je vous ai apporté quelques fromages, en fait un fromage italien. Est-ce que vous le reconnaissez? Là, c'est du gorgonzola artisanal. Et puis, l'autre fromage, un fromage... Ça a l'air d'un cheddar, mais si c'était écossais, ça pourrait être aussi un fromage de Orkney. Alors, c'est un fromage d'Angleterre, un cheddar effectivement, avec ce qui est en orange, c'est la cire qui entoure le cheddar. Mais il a une particularité, ce cheddar, il est fabriqué avec du whisky écossais. Alors, vous avez une petite cuillère et une petite pique à vos côtés, vous allez goûter et vous allez nous dire quel est le meilleur fromage des deux. Est-ce que c'est la Grande-Bretagne ou est-ce que c'est l'Italie qui l'emporte, qui gagne? Ça, c'est très difficile. On va commencer par le cheddar. On voit votre côté nationaliste malgré tout, Graham Watson. Moi, j'ai commencé le cheddar aussi. Est-ce que vous percevez que c'est du whisky écossais? Il est excellent. Hein? Il est très bon, ce cheddar. Hein? Ouais. Oui. Très, très bon. Est-ce que le whisky écossais est vraiment meilleur que le whisky irlandais? Ce sont des whiskies très, très divers. Hein? Le whisky irlandais, c'est un bourbon. Le whisky écossais, c'est un vrai whisky. C'est trop bon. Oui, mais lequel est le meilleur? Qui gagne? Moi, je viens de découvrir le cheddar au whisky. Et donc, je prends le cheddar au whisky. Je suis pour la découverte. Bravo, vous êtes pour la réconciliation avec la Grande-Bretagne. Moi, je prends plutôt le gorgonzola. Mon cœur a toujours été pour l'Italie. Voilà, et pour votre femme qui est italienne. Merci Marie Arena, merci Graham Watson de vous être arrêté à la station Europe. Merci à Pascal Simard et à la Dream Team, je peux utiliser un mot anglais aujourd'hui, qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Station Europe.